Bon Marino, j'ai regardé nos anciens épisodes, il y a un truc qui va pas du tout là. Ah ouais, quoi? Bah si on continue comme ça, on sera jamais riche, surtout toi. Ah regarde, on n'est pas proprio, on a visiblement pas de gros héritages dans les tuyaux, et on n'aime pas la réussite. Ah ouais, en plus on n'a pas choisi les métiers qui payent le plus. Bah, c'est surtout qu'il faut qu'on apprenne à investir. J'ai regardé pas mal de vidéos le week-end dernier, il semblerait que le secret de la richesse, ce soit l'éducation financière. Dans cette vidéo, je vous donne ma feuille de route pour investir cette somme de façon optimale. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 4e tutoriel sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on aborde selon moi l'une des notions les plus importantes, ce qui différencie souvent l'investisseur qui est perdant et celui qui, sur le temps long, arrive à constituer un capital et à générer des profits dans le monde des cryptos. Ah mais oui, ok, je vois, ouais. Ceux qui sont chauds sur l'éducation financière, c'est Trade Republic aussi. Alors eux, ils sont partout. Bon, déjà les sponsors, genre chez Hugo Décrypte, même son Insta, puis même chez Micode. Oui, et puis il n'y a pas que les sponsors, il y a le représentant de la marque, expert financier incontesté, car ancien trader, Mathias Bacchino, qui est très souvent invité un peu partout. Regarde, dans cette vidéo sponsor Trade Republic, il est aussi interviewé. Attends, c'est normal que l'expert soit celui qui sponsorise l'enquête ? C'est sûr que niveau éthique, c'est peut-être un peu douteux, mais niveau business, c'est quand même génial. Et c'est pareil avec l'émission Legend de Guillaume Play. Il est expert invité pour parler investissement et gestion de budget, mais Trade Republic est aussi partenaire du Legend Tour. Eh ben, en tout cas, ça a l'air d'être une sacrée référence, parce que moi je l'ai vu à la télé aussi. La première chose qu'on peut dire sur ce sujet, c'est quand même que c'est pas de la faute des jeunes Français et des jeunes Françaises si le seul endroit où ils peuvent recevoir une éducation financière décente, c'est sur les réseaux sociaux. Je veux dire, à l'école, on a de l'éducation sexuelle, de l'éducation civique, de l'éducation sportive, on apprend à disséquer des grenouilles. On n'apprend pas à investir pour protéger sa retraite. Allez, c'est parti Marino, aujourd'hui, on reprend le pouvoir sur notre avenir, surtout le tien, et on apprend à investir notre argent, fini la pauvreté. Je vous le dis, c'est avec beaucoup de clarté. Il n'y a pas d'argent magique. C'est qu'à partir du moment où l'État donne 211 milliards d'argent public à des entreprises, elle a quand même vocation à les réguler. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. L'éducation financière, c'est pas si compliqué. Tous les influenceurs sur le sujet, les finfluenceurs, disent plus ou moins la même chose. On a identifié 9 règles, 9 piliers, 9 comment on pourrait dire, les Nazgûl de l'éducation financière. Qui ça ? Les Nazgûl, le Seigneur des Anneaux, non ? Les 9 anneaux de pouvoir des hommes ? Ok, ouais. On va dire les règles, si tu veux bien. C'est un peu comme ça ? Ouais. Règle numéro 1, l'éducation financière, c'est pour tout le monde. La première chose à comprendre, c'est que c'est simple. Épargner, faire un budget, investir pour ta retraite, c'est simple. C'est un truc, je peux te l'expliquer en 30 minutes, tu le sauras toute ta vie, et c'est pas compliqué, si tu veux. Voilà, ne commencez pas à vous exclure du groupe pour je ne sais quelle raison de fausse modestie de gauche ou de manque d'argent. Non, il faut y croire. Gagner de l'argent avec de l'argent, même si on n'a pas d'argent, non seulement c'est possible, mais en plus de ça, vous allez voir, c'est simple. Règle numéro 2, attention, c'est pas intuitif, mais on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. La première grande vérité, c'est qu'il faut dépenser moins que ce que tu gagnes. C'est le point de départ. Et oui, c'est la base. D'ailleurs, vous connaissez les agios si votre compte bancaire passe en dessous de 0. C'est relou, ça, non ? Petit hack, pour ne plus en avoir, il suffit de ne pas dépenser plus que ce que vous avez sur votre compte. T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160! Voilà, du concret, des vrais conseils. Vous sentez là le pouvoir de la connaissance qui commence à infuser déjà un peu ? Règle numéro 3, on ne se compare pas aux autres. C'est ton argent, c'est ta vie. Il n'y a aucune raison de se comparer aux autres, en fait. La chose qui peut être intéressante pour se motiver, c'est éventuellement de se comparer à la moyenne des gens. Ça peut être intéressant parce que ça permet de se situer. Tu sais qu'il y a 500 000 personnes en France qui sont en difficulté financière. Tu sais qu'il y a l'immense majorité des Français qui ont déjà payé des agios sur leur découvert. Donc si tu le fais toi aussi, tu te sens moins coupable. Oui, parce que si tu te compares aux plus riches, évidemment, tu vas te sentir honteux par rapport à leur réussite et à leur génie. Moi, je me sens surtout peut-être énervée. Non, ça c'est honteuse, c'est ça le sentiment. Mais t'en fais pas, parce qu'il n'y a aucune honte à être pauvre. Après tout, les pauvres, il y en a plein. Mais il suffit de regarder tes finances bien en face, d'arrêter de te surendetter bêtement pour un écran plat dont tu n'as pas besoin, et là, tu pourras enfin commencer à acheter des produits financiers. Et voilà, bravo, je vois que ça commence à venir. That's what she said. Et puis la transition est parfaite pour la suite. Règle numéro 4, ne pas spéculer, investir. Alors l'investissement, c'est du long terme. Il s'agit d'être rigoureux et surtout patient. Les rendements boursiers seront au rendez-vous, mais pas tout de suite.
Il faut commencer par mettre de côté une épargne de réserve qui correspond à 3 à 6 mois de salaire. Ça, c'est le matelas de sécurité s'il faut réparer la voiture ou aider un proche. On ne l'investit pas en bourse. Ce qui vient après, ça oui, on l'investit, mais pour la retraite. D'où la règle suivante. Règle numéro 5, la retraite par répartition est morte, alors c'est à vous de vous prendre en main. Il y a une réalité certaine aujourd'hui. Si vous ne faites rien individuellement, à partir de 2045, vous allez vous appauvrir. Parce que, quoi que vous disent les populistes politiques, les pensions de retraite, à partir de 2045, elles vont baisser sévèrement. Le déficit du système de retraite français, il est confirmé par tous les économistes, au moins jusqu'en 2070. Donc, les prévisions les plus raisonnables, c'est pas du catastrophisme. Je suis pas là à faire peur aux gens, à faire du complotisme. C'est les prévisions les plus raisonnables d'économistes. La retraite aujourd'hui, c'est à peu près 80% de ton dernier salaire. D'accord ? À partir de 2045, ce sera 60%. Oh waouh, c'est flippant ce qu'ils disent, c'est vrai ça ? Te pose pas trop de questions, voilà, c'est un sujet compliqué, on peut enchaîner. Règle numéro 6, les banques traditionnelles ne vous protègent pas de l'inflation, il faut s'en défaire. Vous vous souvenez de votre épargne de réserve, là, les 3 à 6 mois de salaire ? Eh bien, il faut absolument la protéger de l'inflation qui lui fait perdre du pouvoir d'achat. Or, les banques classiques ne vous y aident pas du tout, au contraire, elles prélèvent des frais dans tous les sens. Frais de tenue de compte, frais de carte bancaire, incident, sur 40 ans de vie active, c'est 9 156 €. Mais ça, c'est juste ce que vous voyez. Parce qu'en réalité, votre banque prélève bien plus sur votre crédit immobilier, sur votre épargne et sur beaucoup d'autres choses. Pire, toutes les banques, BNP Paribas, Société Générale, même Trade Republic, ont comme vous un compte courant dans une banque spéciale qu'on appelle la banque centrale. Sauf que ce compte courant, il est rémunéré. Et est-ce que cette rémunération vous est transmise ? Vos comptes courants à vous, là, ils sont rémunérés ? Eh ben non. Alors que chez Trade Republic et dans d'autres néobanques, ils sont honnêtes. Non seulement ils vous donnent l'info, l'éducation financière, mais en plus ils vous filent les sous. Le compte courant de Trade Republic, il est rémunéré à 2%, le même taux que celui de la Banque centrale. Donc voilà, grâce au compte courant rémunéré de Trade Republic, votre épargne de sécurité est protégée de l'inflation. Mais attends, on n'a pas déjà dans les banques normales des livrets d'épargne qui rémunèrent autour de 2%, voire plus ? Genre le livret d'épargne populaire, je crois que c'est 2,5 par exemple. Qu'est-ce que tu fais là ? Non, Trade Republic, trop bien. Voilà, on a perdu le flow un peu, mais règle suivante. Règle numéro 7, aux États-Unis, tout le monde investit. L'Américain, il se lève le matin, il regarde le cours de bourse pour savoir où en est sa retraite. En France, c'est vrai qu'avec les fonds garantis en euros, les livrets A, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de truc, et c'est dommage. Bon, les États-Unis, c'est quand même mieux que la France, hein. Tout est plus grand là-bas, les bagnoles, les flingues, les meurtres, les inégalités, la mortalité infantile, le taux de pauvreté des retraités, celui des plus jeunes aussi. Il n'y a que l'espérance de vie et le patrimoine médian qui sont plus petits qu'en France, donc voilà, je pense que c'est évident, meilleur exemple à suivre. Règle suivante. Règle numéro 8, ETF monde plus long terme égale pas de risque, mais gros rendement. Putain. Rien compris, moi. Une alternative simple et efficace pour investir en bourse, ce sont les ETF. Les ETF, ou Exchange Traded Funds, ce sont des paniers d'actions cotés en bourse. Ils répliquent la performance d'un indice boursier comme le CAC 40 ou le S&P 500 ou le MSCI World. En investissant dans un ETF, vous diversifiez immédiatement votre portefeuille car vous détenez des parts dans des dizaines d'entreprises, voire des centaines. Cela réduit votre risque tout en vous offrant une exposition beaucoup plus large au marché. Bref, à la fois c'est performant. Les chiffres, ils sont très simples. Depuis 120 ans, la bourse du monde entier, c'est 5,5% par an en moyenne. Et à la fois, c'est sans risque. Tout le monde le sait bien, que la bourse à long terme, ça fait que monter. Et comme le disait Keynes, grand économiste anglais spécialiste de la bourse, à long terme, on sera tous morts. Marino, tu recommences là. Pardon. Oubliez Keynes, parlons plutôt, qu'est-ce que c'est qu'un ETF ? Voilà. Alors donc c'est un outil financier qui a beaucoup gagné en popularité ces dernières années. Plutôt que de sélectionner les actions des entreprises qui, selon vous, devraient performer, parce que faut un peu être un expert et puis même eux, des fois, ils se plantent, c'est mieux d'investir dans un peu toutes les actions en même temps. C'est comme parier sur la hausse de toutes les bourses partout dans le monde. MSCI World, par exemple, c'est un indice qui permet de faire la moyenne de la performance de toutes les bourses des pays développés. En pariant là-dessus, même s'il y a une ou deux bourses qui baissent pour des raisons de crise économique nationale, avec les autres qui montent, ça se compense. Et le gros avantage, c'est que comme chacun sait, toutes les bourses du monde ne peuvent pas s'effondrer en même temps. Non. Regardez le MSCI World, vous voyez des moments où ça baisse ?
Oui, bon, si on ignore les 2-3 moments où ça baisse, et bah on voit clairement que ça n'a jamais baissé. Et ouais, on n'invente rien. Hein. Enlève le graphe quand même, enlève-le. Ouais, voilà, merci. Règle suivante. Règle numéro 9, la dernière. L'éducation financière va faire de vous un homme ou une femme libre. Je suis maintenant un surhomme au César. Enfin, une surfemme. Libre de respirer, de voir votre argent travailler pour vous, de voir que la finance, c'est du positif. Oui, vous vous êtes privé de la soirée resto avec les potes, là, ce mois-ci, pour mettre des thunes dans les ETF. Mais regardez, dans 30 ans, vous pourrez vous en payer au moins 4 des restos. 4 restos dans 30 ans, alors c'est pas beau d'être libre. Bon, on espère que vous êtes bien motivés. Quand on veut, on peut. On va se plonger dans un exemple. En pratique, ça donne quoi? Les conseils d'éducation financière. Parce que si on a devant nous une solution miracle contre la pauvreté, on dit oui. Alors on y va. Vas-y Marino, sors ton carnet. Règle numéro 1, tout le monde peut le faire, même les plus pauvres. Donc on va partir sur un petit revenu. Règle numéro 2, on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Grâce à ça, on dégage une petite capacité d'épargne. La première chose, c'est qu'il faut avoir 3 à 6 mois de revenus, c'est-à-dire de ce qu'on gagne, sur un livret. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. C'est indispensable. Ça, en mettant 50 € par mois, assez rapidement, on peut y arriver. Ouais, mais imagine qu'avec mon petit revenu, j'arrive pas à épargner. On fait comment ? C'est facile, il suffit d'un peu de motivation. Tu fais un tableau Excel de tes dépenses, tu fais un budget, tu te serres un peu la ceinture. Non mais tu crois quoi ? Évidemment que j'ai un budget ultra précis, je gère tout au centime près. Je me fais pas des lattés à 6 balles comme toi. J'ai aucune dépense qui n'est pas conscientisée. C'est une sacrée charge mentale d'ailleurs. Non mais regarde, par exemple, je suis sûr que t'es pas obligé d'habiter à 15 minutes de ton travail, là, cherche un logement plus loin. 1h20 de trajet par jour, ça se fait très bien. Tu pourras écouter des podcasts sur l'investissement et sur la muscu. Et hop, t'as gagné 50 € de loyer. Ouais, déménager ça va coûter cher, j'ai pas vraiment d'épargne. Puis il va falloir que je me trouve une voiture, J'achète comment ? Et avec l'assurance et l'essence, je suis pas sûre que je m'y retrouve en fait. Ah mais un peu de volonté, Marine. Bon, ensuite, comme le disait Mathias, tu accumules petit à petit un truc comme 6 mois de salaire. Ça va te permettre d'avoir une réserve de sécurité en cas d'imprévu, perte d'emploi, besoin d'aider un proche, si ta nouvelle voiture tombe en panne, par exemple. Et c'est seulement une fois que cette réserve est en place que tu vas pouvoir commencer à investir en bourse. Non mais attends, 6 mois de salaire, si je gagne 1 200 € par mois, ça veut dire qu'il faut que j'atteigne 7 200 € d'épargne, et en mettant 50 € de côté tous les mois, j'en ai pour 12 ans. Erreur de débutante. Tu oublies le pouvoir de l'exponentiel. Les 2% de Trade Republic vont se cumuler tel le pouvoir du Super Saiyan et tu atteindras ton objectif en seulement 10 ans et 9 mois. Voilà, tu gagnes un an. Ok. Bon, c'est pas flagrant là comme ça, mais ok, je note. Mais il se passe quoi si avant ça j'ai une galère, genre je sais pas si le prix de l'essence il monte au-dessus des 2 €? J'aurais l'air bien con. Bon, Marino, quand on veut, on peut, on a dit. Alors si tu veux pas assez fort, c'est peut-être que tu mérites pas de t'en sortir aussi. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Est-ce que tu m'entends me plaindre de mes revenus, moi ? Oui, mais toi, t'as été trader chez BNP. Puis Mathias Bacchino aussi, Moi, je commence à penser que vos conseils, ils marchent que pour vous, en fait. On ne se compare pas aux autres, règle numéro 3. Donc, après 11 ans d'épargne, là, tu commences à utiliser tes 50 € mensuels pour acheter des ETF. Voilà, tu vises un périmètre très large, comme par exemple l'indice MSCI World. Et c'est parti pour les 5,5% par an pendant 30 ans jusqu'à la retraite. Oui, bon voilà quoi. Donc 10 ans et 9 mois d'épargne, sans vacances, sans accident, sans que le prix de l'essence ne dépasse les 2 €, plus encore 30 ans de bourse derrière, ça fait 41 ans à serrer la ceinture. Si je démarre à 25 ans, ça veut dire que je commence à en profiter qu'à 66 ans. Oui, c'est parfait pour la retraite, ça, 66 ans. En partant du principe que tu vas mourir 20 ans plus tard, grâce aux intérêts cumulés, aux gains cumulés de la bourse et réinvestis à chaque fois, tu vas pouvoir partir à 66 ans avec un revenu supplémentaire de 300 € par mois. Est-ce que c'est pas beau, ça ? 300 € par mois, mais je peux pas vivre avec si peu, moi. Non, mais c'est 300 € en plus de ta retraite par répartition. Mais je pensais que la retraite par répartition, c'était fini. Non, ce sera moins généreux, on a dit. Donc 300 € en plus, c'est quand même cool. Et puis, si ça se trouve, la bourse fera encore mieux que 5,5%, on sait pas. Ou alors elle fera moins bien. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, bon, s'il y a une crise financière ou, gros pas de chance, tu vis plus longtemps que prévu, il faut mieux viser plutôt 240 € par mois au lieu de 300. Voilà, c'est un peu une sécurité supplémentaire. Après, si tout se passe comme dans le plan, s'il n'y a pas de crise et que tu meurs à l'âge prévu, comme ça, tu auras dépensé un peu moins, ça te permettra de laisser un peu de sous en héritage à tes proches. Ouais, mais 240, c'est vachement moins que 300 déjà, 20% de moins. Non mais t'embrouille pas avec des pourcentages, Marino, c'est trop compliqué pour toi. Puis pour moi aussi d'ailleurs, personne n'y comprend rien en fait. Le premier problème, c'est que toute la finance est exprimée en pourcentage. Il y a à peu près 70-75% des gens en France qui, naturellement, s'arrêtent de réfléchir. C'est-à-dire, c'est pas de leur faute,
D'accord ? C'est parce que la France n'est pas très bonne pour enseigner les mathématiques aux enfants. Ça se voit dans tous les classements d'ailleurs. Et du coup, ils ont un blocage par rapport à ça. Bah, c'est pratique quand même les pourcentages, genre par exemple leur compte courant qui rémunère à 2%. Comment tu veux l'expliquer sans dire 2%? Bah, je sais pas. De toute façon, dès qu'il a parlé de pourcentage, j'ai arrêté de réfléchir. Bon, du coup, 60 € de moins que prévu, mais il n'y a pas le choix. S'il y a une crise financière façon 2008, voilà, l'indice MSCI World avait baissé d'environ 20%. Ah merde, ça y est, j'ai arrêté de réfléchir. 20% voilà, sur 2 années de suite. Donc, dans ton scénario de retrait, c'est bien de faire comme si une crise similaire allait arriver, histoire que, si jamais c'est le cas, tu te retrouves pas avec encore moins que 240 € par mois. Oui, mais si on a une crise financière qui est encore plus balèze que celle de 2008. Il faut retirer encore moins que 240 €. Bon, mais tu verras ça plus tard. Alors, elle est pas belle, la solution de Trade Republic ? 50 € deviennent 240 €. Et tout ce qu'on te demande, c'est un peu de rigueur, de maîtrise de soi pendant 41 ans. Mais je croyais que c'était une solution pour devenir riche. 240 € par mois quand je serai vieille, c'est ça la richesse? Par rapport à ce qu'un trader de chez BNP a pu mettre de côté, je suis encore loin de faire le poids quand même. Hein. Encore une fois, règle numéro 3, ne se compare pas aux autres, tu te mets des bâtons dans les roues, Marino. Bon, je vais commencer à m'énerver, Gilles, en fait. Ça n'a pas de sens, cette histoire. Je peux pas rester 41 ans sans imprévu. C'est pas possible. Mais Marino. À un moment donné, je vais devoir piocher dans mes économies. C'est une blague, puis c'est une blague. Il y a une caméra cachée, regarde. Il y a une caméra là, il y en a une... Ah non, il n'y en a pas d'autre. Pas trop de budget. Mais c'est pas la bourse qui va te rendre riche, t'inquiète pas. Ça m'a fait vraiment super peur. Tu sais que j'ai un peu douté quand t'as pas aimé que je cite Keynes, mais du coup, t'as été vachement fort. J'ai foncé dedans. Non, c'est pas. Bon allez, soyons sérieux. La bourse, les intérêts cumulés, là, c'est pas nouveau, ça existe depuis des centaines d'années. Si c'était une solution à la pauvreté, ça fait longtemps qu'il y aurait plus de pauvres, notamment aux États-Unis. Oui, parce qu'on a pris l'exemple de Jean-Catherine à temps partiel qui arrive à mettre 50 € de côté par mois et qui récupère 300 environ par mois pour sa retraite, ce qui correspond à 25% de son dernier salaire. Mais maintenant, imaginez Ségolène Augustin qui gagne 5 000 € par mois et qui réussit à en épargner 1000. Déjà, son épargne de sécurité est constituée en 2 ans et demi. Jean-Catherine, lui, ça lui a pris 11 ans, hein, donc du coup, Ségolène Augustin pourra bénéficier de pas loin de 10 ans de hausse de bourse de plus que l'autre. Hein. Finalement, ce sera 11 400 € tous les mois pour sa retraite, soit 220% de son dernier salaire. Bon, il y avait des pourcentages partout, on n'a rien compris, mais est-ce que vous voyez un peu le délire d'inégalité que ça génère ? Il y a la personne qui serre la ceinture pendant 41 ans pour récupérer 300 balles par mois à la retraite, et l'autre qui, sans effort particulier, va en récupérer 11 400, 38 fois plus. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Mais rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut surtout pas se comparer aux autres, hein. Sinon il y a moyen d'avoir envie de sortir les fourches. Parce qu'en fait, les clés de la richesse, avec les histoires de rendement qui s'accumulent, c'est 1. La durée de l'investissement, et 2. Les montants investis. Qui a les moyens d'investir tôt dans sa vie des montants significatifs ? Eh ben, ceux qui sont déjà riches, ceux qui ont hérité ou ceux qui démarrent leur carrière avec des revenus importants, comme les traders chez BNP par exemple. Oui, la bourse peut multiplier votre épargne, si tout se passe bien. Mais non, cette multiplication ne sera jamais assez importante pour transformer les pauvres en riches. Pourquoi ? Parce que les riches auront toujours l'avantage. La multiplication de la bourse les favorise toujours plus. Ils démarrent plus tôt, déposent plus et peuvent prendre plus de risques financiers sans aucun risque réel sur leur niveau de vie. Le véritable moyen d'impacter le niveau de vie de 99% de la population, vous les recevez tous les mois, ce sont les salaires, les aides sociales et les services publics. Et en fait, même dans les vidéos d'éducation financière, la plupart du temps, ils peuvent pas ignorer l'importance des revenus pour se constituer une épargne. Regardez par exemple dans cette vidéo de Finari. Sur la miniature, on a une promesse de ouf. Une personne qui a un salaire de 1 700 € par mois, mais qui a réussi à se constituer un patrimoine de 56 000 €. Dans la vidéo, on apprend qu'elle a 27 ans et que son patrimoine est certifié sans héritage. C'est quand même énorme ça. Du coup, tu me dis que tu t'es auto-construite, tu n'as pas d'héritage, tu as financé tes études, ton loyer, ton permis, les assurances, le téléphone, tout, grâce à une très forte discipline budgétaire. Bon, mais du coup, on veut savoir, c'est quoi le secret ? Moi aussi, je veux bien 56 000 € de côté. Hein. Eh ben, la discipline financière, comme c'est écrit dans le titre, elle met près de 800 € de côté chaque mois. Ah oui, avec 1 700 € de salaire, c'est impressionnant. Quasi 50% de son revenu en épargne. Ça, c'est du serrage de ceinture. Bon, sauf qu'en fait, elle a d'autres revenus, des primes, une participation, des tickets resto et une petite prime d'activité. Au total, on est plutôt à 2 250 €, soit 550 € par mois de plus que ce qui est vendu sur la miniature. Alors forcément, avec 500 balles de plus, tu peux épargner 500 balles de plus. On est plutôt à 35% d'épargne. Alors c'est clairement beaucoup, mais c'est plus facile de faire ça quand on fait partie des 40% les plus riches et pas des 40% les plus pauvres.
Oui, mais vous allez nous dire, et les surendettés? Ils existent, hein? Ça, c'est un manque d'éducation financière. Il y a des gens qui dépensent n'importe comment. Alors en vrai, pas tant que ça. Quand on va voir l'enquête sur la typologie des ménages surendettés de la Banque de France, on peut y lire que si la catégorie des ménages au comportement budgétaire imprudent existe, il s'agit de cas très minoritaires. Parce que la véritable cause du surendettement, c'est pas le manque d'éducation financière, c'est la perte de revenus. Une perte d'emploi, un divorce, un accident. L'erreur qui mène à la catastrophe, c'est le pronostic malheureusement erroné du « les choses vont revenir à la normale d'ici quelques mois ». Sauf que le revenu d'avant ne revient pas, et c'est pour tenir encore un petit peu plus longtemps que le crédit commence à s'utiliser. La spirale démarre et s'accentue parce que le revenu perdu ne revient pas ou qu'il revient trop tard. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous encourage à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Pour s'en sortir, les associations d'aide contre le surendettement disent bien que la solution, c'est d'en parler. À un ou une assistante sociale, à une association comme Crésus, mais aussi à son conseiller bancaire qui, s'il fait bien son métier, connaît la situation et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Un conseiller bancaire, c'est justement ce que des applications comme Trade Republic ne proposent pas. D'une manière générale, si vous lisez le livre de Denis Colombi « Où va l'argent des pauvres ?», vous apprendrez que seuls les plus riches, parce qu'ils gagnent suffisamment, ont le luxe de percevoir l'argent comme un outil de projection dans l'avenir. Pour les plus pauvres, l'argent est une ressource rare qu'il faut gérer au quotidien. Si on a la chance d'en avoir un peu plus que nécessaire ce mois-ci, on pourra peut-être relâcher un petit peu la pression le mois prochain, mais se serrer la ceinture au quotidien pour dans 40 ans, c'est tout simplement impossible. De toute manière, Trade Republic n'est pas là pour réduire la pauvreté ou les inégalités ou encore pour protéger votre pouvoir d'achat. On l'a dit, l'enjeu du pouvoir d'achat pour 99% des gens, il n'est pas relié à l'épargne, il est relié au salaire, aux aides sociales et aux services publics. D'ailleurs, en parlant de services publics, revenons sur la règle numéro 5. La retraite par répartition est morte, alors c'est à vous de vous prendre en main. Les chiffres de Mathias Bacchino sont faux. Quand il dit qu'aujourd'hui, la pension correspond à 80% du dernier revenu, c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement, et que ce chiffre va descendre à 60%, c'est totalement faux. Voilà 2 graphiques issus du rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites. Oui, les taux de remplacement devraient baisser, sauf si réforme majeure ou autres hypothèses erronées. Je vous invite à lire les petites lignes sous les graphiques. Mais l'ordre de grandeur, c'est 5 points de moins, pas 20 points. Donc voilà, cher Mathias Bacchino. Je suis pas là à faire à faire peur aux gens, à faire du complotisme. Peut-être pas, mais de la désinformation financière, si. Bon, la retraite c'est un gros sujet, on s'arrête là, mais si vous voulez creuser, on a fait des vidéos dessus sur nos chaînes, on vous y renvoie. Osons comprendre aussi à des super vidéos très bien expliquées. Et puis sinon, vous pouvez écouter l'économiste Michael Zemmour, qui est spécialiste du sujet. Bon, mais alors, c'est quoi le business model de Trade Republic? Qu'est-ce qu'une application pareille peut réellement faire pour vous? Et comment elle en tire un revenu? Alors, pour les revenus, c'est facile, Trade Republic prend des commissions. Sur la rémunération de votre compte courant, par exemple, il garde quelques pouillèmes de pourcentage. Et puis sinon, sur vos ordres boursiers. Alors c'est plus ou moins dissimulé, certains ordres ont l'air gratuits, mais en fait l'application vous connecte à un trader qui lui charge des frais, et ensuite il en rétrocède une partie à l'application. Bon, peu importe, pour le moment, ce qu'en disent les régulateurs financiers, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de loup. Les commissions sont basses, vous ne vous faites pas arnaquer. Par contre, il faut bien comprendre que l'intérêt de Trade Republic, c'est pas de vous rendre riche, c'est simplement de vous faire régulièrement interagir avec la bourse. Ils veulent que vous achetiez ou vendiez régulièrement sur le long terme. Peu importe que ça monte ou que ça baisse, eux, ils gagnent de l'argent via les flux. Plus il y a de flux, plus ils gagnent des sous. Et sinon, par rapport à une banque traditionnelle, le but c'est de réduire les coûts en réduisant au maximum les services. Eux, leur angle, c'est la bourse. À part ça, vous avez droit à rien. Pas de conseiller bancaire, pas d'autorisation de découvert, pas de prêt à la consommation ou immobilier, quasi pas de service client et des systèmes de sécurité, notamment contre les arnaques en ligne, très faibles. Trade Republic vous donne un moyen de paiement et un accès à la bourse, et après, démerdez-vous. Maintenant, des accès à la bourse pour les particuliers, ça existe depuis un moment. Les conseillers bancaires proposent des produits d'investissement boursier aux épargnants depuis des décennies, notamment via la fameuse assurance vie. Alors, c'est quoi la stratégie de Trade Republic pour disrupter ce marché ? C'est tout bêtement d'aller chercher les épargnants avant qu'ils ne le deviennent réellement. Là où les banquiers classiques attendent de voir les comptes épargne se remplir avant de proposer leurs produits financiers, les applis boursières, elles vont chercher les jeunes avant même qu'ils n'aient acquis une situation professionnelle qui permette d'épargner de manière régulière et significative. Comme ça, ils coupent l'herbe sous le pied des banquiers traditionnels. Donc le cœur de cible de Trade Republic et compagnie, ce sont les jeunes encore en études ou en train de commencer à bosser.
Et les jeunes, en ce moment, ils sont anxieux. Eh ben forcément, hein. On nous répète partout que le système social français est voué à s'effondrer. La dette publique serait insoutenable, les retraités sont de plus en plus nombreux, le taux de natalité qui chute, les logements qui coûtent une blinde, la pauvreté chez les jeunes est au plus haut, et puis en plus vous avez la crise climatique. Bref, comment voulez-vous vous projeter de manière sereine dans un tel contexte ? Et c'est là que Trade Republic propose aux jeunes de prendre le contrôle de leur argent. La bourse va vous sauver, vous allez voir, c'est pas si compliqué, soyez maître de votre destin. Tout le monde peut y arriver, mais, non. Si quelques pauvres peuvent télécharger l'application, essayer de se serrer un peu la ceinture et se rendre compte que c'est impossible, libre à eux. Le produit n'est pas fait pour eux. Il est fait pour attirer les futurs épargnants, ceux qui pourront épargner, non pas parce qu'ils sauront gérer un budget mieux que les autres, mais parce que leur revenu sera suffisamment élevé. Mais la stratégie marketing est redoutable. Tu cibles les jeunes en général, ceux qui ne font pas carrière finissent par dégager naturellement, on l'a vu, l'épargne à long terme, les plus pauvres n'y arrivent pas par manque de revenus, et il te reste tous les autres. Comme tu les as persuadés qu'ils sont devenus riches, non pas grâce à leur salaire, mais grâce à tes conseils d'épargne, ils t'adorent. Donc ils gardent ton application. Puis en plus, comment tu transfères des ETF dans une autre banque ? Bon, mais que provoque ce genre de discours ? Ce que ça provoque, c'est une masse de gens qui ont été convaincus qu'ils sont vertueux, que eux savent épargner alors que les autres non, que finalement les plus pauvres méritent bien leur pauvreté, eux qui n'ont pas su regarder leur argent en face. Et oui, règle numéro 1, tout le monde peut s'en sortir, il suffit d'un petit peu de discipline. Alors, on va remettre un petit peu d'humilité dans le discours de Trade Republic. Si vous pouvez épargner, tant mieux pour vous. Mais c'est pas parce que vous êtes vertueux, c'est juste parce que vous avez un bon salaire. Ce salaire, vous avez sûrement bossé pour l'obtenir, les études, tout ça. Mais la sociologie est unanime, les variables les plus explicatives, c'est pas le travail, la grande majorité des gens travaillent dur. La vraie explication, c'est le milieu social d'origine et la chance. Ensuite, rappelez-vous qu'en achetant des ETF comme vous le conseille Trade Republic et beaucoup d'autres, vous ne prenez aucune décision réelle d'investissement. Vous pariez bêtement sur la hausse moyenne de la bourse. Donc voilà, ça fait de vous des bons gros moutons, mais certainement pas des génies de la finance. Non mais oh ! Et oui, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Parce que démocratiser l'investissement boursier, c'est bien joli, mais puisqu'on ne peut pas confier la gestion de vos sous à des experts qui coûtent cher... Oui, ça existe déjà, c'est ce que vous propose votre banquier normal, il n'y aurait pas de disruption. Et qu'on peut pas non plus demander à des gens qui bossent de trouver du temps pour étudier les performances boursières, faut simplifier la chose. Et c'est pour ça que dans les vidéos de conseils financiers, on vous parle tant des ETF. Parce que, rappelez-vous, avec les ETF, c'est facile, vous êtes un investisseur passif. Pas besoin de choisir les entreprises qui vous inspirent confiance, vous prenez juste un petit peu de tout. Et en moyenne, ça monte. C'est magique. Sauf que l'enjeu de la bourse, c'est la sélection. Sans investisseurs qui sélectionnent, qui donnent leur avis, la bourse perd tout son sens. La valeur d'une action en bourse est supposée refléter la valeur de l'entreprise. Nombre d'actions multiplié par prix de l'action égale valeur de l'entreprise. Les gens qui décident d'acheter une action votent pour dire que sa valeur est trop faible. Ils votent pour faire monter le prix. Tandis que ceux qui vendent votent pour dire l'inverse. Il faut que le prix baisse. Le résultat des votes nous donne les prix des actions qui fluctuent en bourse. Sauf que si tout le monde devient investisseur passif, donc les acheteurs achètent toutes les actions existantes et que les vendeurs vendent toutes les actions existantes, plus personne ne donne son avis sur rien. Donc le système n'a plus aucun sens. On se retrouve dans un monde où aucune entreprise ne s'en sort mieux qu'une autre. Soit tous les cours montent, quand il y a plus de travailleurs qui épargnent que de retraités qui désépargnent, soit les cours baissent quand c'est l'inverse. Bon, mais c'est pas le seul problème. L'indicateur qui mesure la quantité de richesses, biens et services que fabrique une économie chaque année, c'est le PIB. Le PIB mesure, de manière assez imparfaite, on est d'accord, mais c'est un peu tout ce qu'on a, la taille du gâteau qui sort du four et qu'il va falloir se partager entre tous. Le taux de croissance du PIB des pays de l'OCDE, donc les gros pays riches là, a été de plus 1,8% par an en moyenne sur les 20 dernières années. Donc le gâteau à se partager grossit à la vitesse de 1,8% par an. Mais à quelle vitesse grossit l'épargne placée en bourse ? La performance moyenne de l'indice MSCI World sur les 20 dernières années, c'est 8% par an. Est-ce que vous commencez à voir le problème ? D'un côté, les salaires des travailleurs sont plus ou moins indexés sur la croissance réelle, sur la taille du gâteau qui sort du four, sur le PIB. Donc en 20 ans, en moyenne, leur pouvoir d'achat a augmenté de 40%. Mais pour un investisseur en MSCI, genre tous les retraités dans la vision de Trade Republic, on constate que leur pouvoir d'achat à eux, il aura augmenté de 217%. Ça peut paraître bizarre, mais la bourse n'a aucune raison de suivre les performances de l'économie réelle. Parce qu'en cherchant à valoriser les entreprises cotées, la bourse cherche à répondre à la question «
Combien de PIB vont, dans le futur, créer les entreprises cotées en bourse ? Et puis, il y a la spéculation. Les investisseurs sont trop optimistes. Ils veulent tellement s'enrichir qu'ils imaginent monts et merveilles sans que ça ne se réalise. Robert Shiller a obtenu le prix Nobel d'économie en 2013 pour ses travaux sur les prix en bourse. Il a montré que si on regarde le PIB créé par les grandes entreprises aujourd'hui et qu'on le compare avec ce que la bourse imaginait qu'elles allaient créer 10 ans plus tôt, eh ben, la bourse, systématiquement, est trop optimiste. Sans compter qu'on vous rappelle que chaque retraité obtiendra une part du gâteau proportionnelle à la quantité de revenus qu'il aura su mettre de côté. Ceux qui auront mis 50 € de côté tous les mois vivront dans l'extrême pauvreté, tandis que ceux qui auront mis des milliers d'euros seront multimillionnaires. La bourse est un accélérateur à inégalité. Les plus riches sont toujours favorisés par rapport aux plus pauvres. Bref, le modèle proposé est quand même vraiment bizarre, parce que ça revient à augmenter beaucoup plus le pouvoir d'achat des retraités au détriment des travailleurs. Et aussi à augmenter les inégalités entre les retraités. Alors que bon, aujourd'hui en France, les retraites sont payées via les cotisations prélevées sur les salaires. Donc les retraites sont par essence connectées au salaire. Les retraités obtiennent 14% du gâteau national, autrement dit, les dépenses de retraite représentent 14% du PIB. Cette dépense est stable et le corps prédit qu'elle va continuer d'être stable. C'est un des avantages de nos systèmes par répartition. Bon, mais il y a un autre problème avec ces fameux ETF là. En misant sur la performance d'un indice, vous confiez votre argent à un financier qui, lui, achète les actions correspondantes. Sauf que ces actions, elles viennent avec un droit de vote pour décider comment l'entreprise doit être dirigée. Et du coup, c'est le financier qui a le droit de vote au conseil d'administration pour valider la stratégie de développement de l'entreprise. Et est-ce que vous pensez que les financiers vont voter contre les délocalisations, les plans sociaux, les baisses de salaire ? Non, bien sûr, eux ne s'intéressent qu'à une seule chose, maximiser les revenus du capital. Il faut toujours plus de bénéfices pour que le prix de l'action monte ou qu'elle verse des dividendes. Donc réduire les coûts, délocaliser, licencier, réduire les salaires et obtenir des baisses d'impôts. À moins de faire partie des 0,1% les plus riches, c'est-à-dire ceux dont les revenus viennent davantage du capital que du travail, donner toujours plus de pouvoir à la bourse, c'est se tirer une balle dans le pied. Votre épargne peut en bénéficier si la bourse continue de grimper, mais votre salaire risque bien d'en pâtir. Le meilleur moyen d'augmenter le pouvoir d'achat et le niveau de vie de l'immense majorité de la population, ce sont les hausses de salaire, donc moins de dividendes, ou l'amélioration des services publics, donc moins de place pour les entreprises privées, plus d'impôts sur les grandes entreprises et sur les hauts revenus. J'espère que vous commencez à comprendre que l'éducation financière à la Trade Republic, là, avec leurs règles toutes simples, en vrai, c'est vachement orienté politiquement. C'est ultra individualiste. Ça valorise le privé plutôt que le public. Et d'un point de vue macro, ça va dans le sens du renforcement du néolibéralisme. Toujours plus de revenus du capital aux dépens des revenus du travail. Mais tiens, en parlant de règles, est-ce qu'on pourrait pas les refaire un peu à notre sauce ? Ah bah oui, tiens. On a commencé cette vidéo en vous présentant les 9 règles qui ressortent dans le discours d'éducation financière d'après les finfluenceurs. Vous avez bien compris, nous, on n'a pas été convaincus de ouf. Mais du coup, qu'est-ce qu'on propose ? C'est quoi nos 9 règles à nous d'éducation financière ? Alors déjà, c'est encore plus simple, il y en a que 5, et en plus, on prend même pas de commission, c'est cadeau. Bon, après, il y a le Ulule pour ceux qui sont Non, convaincus. Mario, c'est cadeau. Mais... Bon, d'accord. Règle numéro 1, l'éducation financière des influenceurs, c'est du marketing. Trade Republic, c'est juste une banque en ligne qui veut capter l'épargne des jeunes actifs avant qu'elle ne soit captée par les banques traditionnelles. Son éducation financière, c'est l'asticot qui se tortille au bout de l'hameçon, et c'est tout. Règle numéro 2, concentrez-vous sur les salaires, les aides sociales et le service public. Pour gagner des sous avec son épargne, il faut pouvoir épargner. Et ça, une bonne partie de la population n'y arrive pas par manque d'éducation, mais par manque de revenus. Donc l'épargne ne peut pas être un levier pour sortir de la pauvreté, ni pour réduire les inégalités. Et même pour ceux qui peuvent épargner, ça ne représente qu'un petit morceau de leurs revenus, 16% en moyenne en France. Les vrais gros enjeux pour l'immense majorité des gens, ce sont les salaires et les mécanismes de redistribution, donc les aides sociales et les services publics. Règle numéro 3, si vous voulez épargner, gardez bien en tête que la bourse fait partie du problème. Bon, on vit dans une société, et si vous avez de l'épargne et que vos livrets réglementés sont au max, il ne reste pas beaucoup d'autres options que la bourse. Mais il n'y a pas que les actions, il y a aussi les obligations. Vous pouvez devenir créancier plutôt qu'actionnaire. Et puis, vous pouvez prêter aux États plutôt qu'aux entreprises. Les fonds en euros dans les assurances-vie, c'est ça que ça fait, ça prête aux États. C'est beaucoup moins risqué et politiquement, ça dit quelque chose. Vous êtes prêt à financer des dépenses publiques. Règle numéro 4, plus de bourse, c'est plus d'inégalité. Rappelez-vous de celui qui met 50 balles par mois qui se retrouve avec 300 alors que celui qui met 1000 récupère 11 000. La bourse renforce les inégalités entre les épargnants. Maintenant, on sait bien que les perspectives d'avenir sont pas super joyeuses. Qui ne rêverait pas d'avoir un bon placement qui fait plus 5%, plus 10%? Mais en fait, il se passe quoi quand l'argent travaille? Quand la bourse fait 10% alors que le PIB fait 1%, la surperformance de la bourse signifie que les épargnants récupèrent une plus grosse part du gâteau PIB. Le pouvoir d'achat supplémentaire des épargnants ne peut venir que de l'appauvrissement de ceux qui bossent. Règle numéro 5, la retraite n'a pas besoin de la bourse.
Il est évident qu'une population doit prendre soin de ses anciens et de ses jeunes. Il faut que la population active produise des richesses pour les donner aux anciens qui peuvent plus autant contribuer et aux jeunes qui contribuent pas encore. Mais en quoi la bourse serait-elle légitime pour dire ce qu'il faut donner aux anciens ? Alors, si la bourse se plante, les anciens sont pauvres, par contre, si elle monte, ils sont riches. Mais pourquoi ? Quelle est la logique ? Personne ne contrôle la bourse. Elle peut faire n'importe quoi. Ne devrait-on pas plutôt décider collectivement des richesses que l'on veut donner à nos anciens ? Et c'est exactement ce que permet notre système par répartition. Si on veut leur donner plus, on augmente les cotisations. Si on veut leur donner moins, on diminue les pensions. À part si on est un financier qui veut récupérer des commissions au passage, pourquoi vouloir connecter les retraites à la bourse ? Aujourd'hui, on est face à un problème de revenus qui ne monte pas. On est beaucoup à être inquiet pour notre avenir. Mais est-ce que la solution que l'on veut pousser, c'est vraiment l'individualisme ? Une fausse promesse que tout le monde peut s'enrichir grâce à un système qui fabrique des rentiers, alors que par définition, ils ne pourront être que quelques-uns à y gagner. Et oui, pour qu'il y ait des rentiers qui profitent, il faut bien qu'il y ait des gens qui bossent derrière. Est-ce que l'objectif, ça devrait pas plutôt être d'augmenter les salaires, améliorer la redistribution et virer les rentiers qui s'enrichissent sur notre précarisation ? Ça fait plus rêver ça, non ? Cette vidéo n'a pas été sponsorisée par Trade Republic, mais si vous cherchez un placement financier qui ne rapporte pas d'argent, mais qui permet de financer la série et d'offrir des vidéos gratuites à partager en famille, vous avez notre Ulule en description. Au mois prochain. Bisous. Bye. Ouais, ça monte pas au-dessus de 2 € le prix de l'essence. Voilà, à partir de là, on fait tout l'impôt. Allez, c'est parti. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais, ça. C'est comme la bourse qui descend, ça arrive pas, ça. Bah non. Bon, allez, je vais acheter des ETF. Vite avant que ça ferme. Tenace.